En 1959, dans son ouvrage qui fit autorité à l'époque, l'historien belge Jacques Pirenne écrivait, je cite, à propos de la décomposition de l'Empire romain, d'Orient et d'Occident. Crise politique par l'évolution des institutions centralisées vers un étatisme de plus en plus envahissant, nécessitant des besoins fiscaux qui finirent par s'imposer au profit de l'État. Crise économique, le capitalisme, issu du libéralisme, poussant à l'accumulation des fortunes dans les mêmes mains, et par le fait même à la constitution de grands domaines qui asservirent la population rurale. Crise sociale par le développement des tendances humanitaires qui provoquèrent l'intervention de plus en plus tyrannique de l'État dans l'organisation économique. Combinées avec l'étatisme, les théories de solidarité sociale ruinèrent la démocratie au profit de l'égalité. Et enfin, en faisant court, une oligarchie se constitua qui se superposa à la société et finit par l'exploiter à son profit. Alors je sais que parmi vous, parmi nous, vous êtes assez nombreux à croire que nos États, nos sociétés dites démocratiques, agissent pour le bien des peuples. Je vais tenter de vous démontrer qu'il en va tout à fait autrement par rapport à une petite rétrospective historique. Et comme on dit, on éclaire l'avenir aux lueurs du passé. Alors les lueurs du passé, je vais les ouvrir, je vais faire assez court, je vais résumer, pour vous démontrer un petit peu l'évolution et en fin de compte ce qu'on est en train de vivre actuellement, qui n'est que la résultante de différents cycles des sociétés humaines qui ont muté. Un petit peu comme notre cher virus Corona. Alors on va commencer donc à partir du milieu du 5e siècle de notre ère. Alors vers le milieu du 5e siècle de notre ère, nous sommes donc en pleine mutation de l'Empire romain, n'est-ce pas? Il y a les invasions barbares, il y a les Vandales qui sont en train d'assécher les ressources en Afrique du Nord, donc ça prive notre capitalisme romain méditerranéen d'une grande part des ressources. Si bien qu'ils sont obligés de faire des pactes avec différentes tribus pour assurer leur protection et leur fourniture en matières premières. Et ils se tournent notamment vers des peuplades de l'Est, dont les Huns, dans un premier temps, qui assurèrent la protection. Attila, en fin de compte, n'était pas un barbare uniquement sanguinaire, c'était aussi un protecteur de l'Empire romain qui exigeait des rançons pour justement protéger Byzance d'autres invasions. On va faire court, évidemment. Donc tout ça, ça nous amène à, comme je dis, une mutation. Et puis, il y a le début de la chrétienté. Alors, le début de la chrétienté, c'est-à-dire que la religion catholique, enfin chrétienne dans un premier temps, a été instaurée en tant que culte officiel par l'empereur Constantin. Et ça, c'est issu de doctrines philosophiques humanistes qui viennent du Moyen-Orient. Donc progressivement, les gens, on va dire un petit peu de modestes conditions, ont imposé cette nouvelle religion. Au début, ils ont été persécutés, puis après ils ont eu gain de cause. Et ça a donc donné le christianisme en tant que religion d'État. Comme je viens de vous le dire, le grand empire capitaliste romain s'est peu à peu effondré, il s'est morcelé, et on a glissé vers la féodalité, avec un recentrage vers des marchés tournés davantage vers l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, donc d'autres routes commerciales, et puis évidemment de nouveaux modes de fonctionnement imposés par ce que l'on appelait les populations germaniques, dont les Francs, les Alains, les Burgondes. Hein, dans notre terre de Bourgogne, les Burgondes étaient aussi en Suisse, et c'est eux qui ont aussi imposé une nouvelle façon de fonctionner, plus tournée vers le féodalisme et vers le tribalisme. On a donc supprimé, par les conseils avisés des évêques qui faisaient autorité à l'époque, on a supprimé l'esclavage et on l'a remplacé par le servage. Les grands propriétaires terriens devenaient de plus en plus puissants. Ils étaient sous le joug d'empereurs ou de rois
qui étaient, on va dire, les plus craints et qui accumulaient évidemment de vastes domaines. Et donc, ils avaient besoin d'une main-d'œuvre servile et on a progressivement inventé le servage. Donc, les gens étaient protégés, mais ils devaient souvent travailler gratuitement. Voilà. Et c'est l'Église qui, quelque part, régissait un petit peu tout ça. Ça a duré pratiquement 1000 ans, hein, jusqu'à la Renaissance. Et évidemment, les sociétés humaines, il y a toujours des inventions, il y a toujours des nouvelles choses qui se produisent. Il y a des progrès technologiques, il y a eu l'imprimerie, il y a eu les guerres de religion avec les protestants. Et puis encore et surtout, le financement des conquêtes coloniales à partir de 1400 vers les Amériques, donc c'est des pays comme le Portugal et l'Espagne, qui ont été financés par les banquiers vénitiens, donc avant le tout début, avant l'Italie, hein, les banquiers de Venise, et puis après par des banquiers, on va dire capitalistes de l'ère nouvelle, comme les Rothschild, qui ont donc financé quelque part la nouvelle colonisation. Alors là, on a réinstauré l'esclavage et on a pris nombre de matières premières et des nombres de richesses dans le Nouveau Monde, notamment les Amériques, pour enrichir notre si cher Occident. Donc ça nous amène dans la Renaissance. Et puis évidemment, il faut comprendre que la bourgeoisie qui était qui voulait prendre son envol, était toujours un petit peu bloquée par les féodaux, hein, la noblesse de sang. Alors en faisant court, pareil, hein, je résume, il a fallu abattre cette noblesse qui, avec l'Église, empêchait la bourgeoisie qui commençait à percevoir une nouvelle ère industrielle, capitalistique, où les grands bourgeois allaient devenir des industriels et allaient faire fortune et régner sur la planète. Donc il a fallu créer des révolutions. Hein. Les révolutions, elles ne se créent jamais, c'est jamais la population qui est mécontente, qui va dans la rue. Il faut toujours instrumentaliser la population, si bien que on a déjà, ces bourgeois ont déjà un petit peu mis en place des philosophes, hein, ils ont financé des philosophes comme Voltaire, ils ont créé des loges, les loges maçonniques, hein, et pour mettre en place des idées des Lumières, et ces idées des Lumières étaient là pour renverser les féodaux, renverser la noblesse, renverser l'ordre ancien, et donc créer un nouveau monde. Hein. Ça vous fait pas penser à quelque chose? Un nouveau monde. Voilà. Alors évidemment, la Révolution française, ça a été un petit peu le détonateur. Hein. Donc on a coupé la tête au roi, on a banni les anciens féodaux, et ils ont été progressivement remplacés par des marchands qui sont devenus des industriels. Alors évidemment, il fallait aussi, l'Église n'a pas été glorieuse dans son temps, mais il a fallu aussi arrêter, on va dire, la mainmise de l'Église, parce que l'Église, elle protégeait aussi quand même sa population. Et il y avait des fêtes, patronales, des fêtes chrétiennes, des fêtes de saints, et donc les gens ne travaillaient pas. Et les industriels qui voulaient prospérer avaient besoin de main-d'œuvre servile et pas chère, et donc avaient besoin d'instaurer une république qui allait, quelque part, arrêter ces pratiques pour justement faire en sorte que les gens travaillent à l'usine, 14 heures par jour. D'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai noté, j'ai lu des choses. À l'époque, avant la révolution de 1789, les enfants gardaient les brebis dans les prés gratuitement pour leur seigneur ou leur marquis ou leur duc. Après 1789, à partir du directoire, les enfants ont travaillé dès l'âge de 10 ans, 14 heures par jour, dans les mines de charbon. Vous voyez? Donc, les industries avaient besoin de main-d'œuvre servile. C'était une nouvelle forme d'esclavage, les industriels. Alors évidemment, c'était un ordre nouveau qu'on mettait en place, et cet ordre nouveau était un ordre colonial. Alors c'est sûr que les représentants du peuple, ce qu'on disait les représentants du peuple, républicains, c'était en fin de compte des VRP
de ce grand capitalisme naissant, les Jules Ferry, les Gambetta, même les Clémenceau. Clémenceau peut-être un peu moins parce qu'il n'était pas pour la colonisation. Mais enfin bref, ces gens-là étaient avant tout mis en place par les industriels pour justement faire prospérer ces industriels, et ils représentaient, soit dit en passant, le peuple. Vous voyez, Thiers aussi, Thiers qui a démoli la Commune de Paris. Toutes ces personnes-là, qui se disaient sociodémocrates, en fin de compte, ne sont qu'à la manœuvre du grand capitalisme. Voilà. Donc, voilà. Donc, on arrive bon, à cette émergence énorme du capitalisme, et on arrive aussi à la rivalité entre les États par le biais des grands industriels. Hein, parce qu'évidemment, qui dit gros capitalisme dit compétition internationale. Donc, il faut créer des guerres industrielles. Alors, on a créé la Première Guerre mondiale, on a créé la Seconde Guerre mondiale, en sachant que, on a toujours tendance à dire que le marxisme se situe à l'opposé du capitalisme. Pour moi, ce n'est que le revers de la médaille du capitalisme industriel privé, et ce n'est que le revers de la médaille par une société d'État très forte, qui quelque part utilise les mêmes moyens d'asservissement de l'homme. Hein. Par exemple, moi je dis toujours, l'ex-URSS, ce fut un capitalisme d'État dictatorial, tandis qu'aux USA, on a bien souvent assisté à un capitalisme privé qui dicte l'État. Mais si vous regardez bien, en fin de compte, les populations subissent toujours ceci et n'ont pas beaucoup leur mot à dire, n'est-ce pas? Voilà. Alors évidemment, maintenant on va faire un peu une similitude avec la fin de l'Empire romain, hein, d'Occident notamment. C'est-à-dire que faut savoir que le déclin de l'Occident a commencé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à partir des années 50, quand il y a eu les entreprises de décolonisation, et les peuples donc, qui étaient colonisés, notamment en Afrique, ont commencé à demander leur indépendance. Pareil pour l'Inde avec les Anglais. On a chassé les coloniaux. Si bien que nos économies ont commencé à perdre de leur superbe, étant donné que, évidemment, on fabriquait de moins en moins. En plus, l'Occident a engendré beaucoup de guerres, il y a eu beaucoup de sang qui a coulé, tant et si bien que les populations, par la transmission des aînés, les populations devenaient, on va dire, de moins en moins belliqueuses, de plus en plus ramollies, comme on veut dire. Donc, il y en avait de moins en moins envie de partir en guerre, si bien que l'Occident, notre Occident, a commencé progressivement à s'affaiblir, hein, étant donné que ce capitalisme, un capitalisme de fabrication, a décliné fortement. Hein. Regardez par exemple en France, on fabrique de moins en moins de choses, notre balance commerciale elle est fortement déficitaire, et par contre on importe énormément de choses dans les pays dits émergents. Alors évidemment, les capitalistes, c'est-à-dire ceux qui détiennent l'argent, ceux qui, quelque part, ont le pouvoir de faire battre monnaie et d'imposer leur dictat aux États, il fallait bien réfléchir à quelque chose de nouveau. Donc à l'aube des années 2020, vous avez remarqué, notre capitalisme étant fort, notre capitalisme traditionnel étant forte perte de vitesse, tant et si bien qu'il faut se tourner vers autre chose. Hein. Moi j'appelle ça un capitalisme à bout de souffle. Alors, évidemment, nos dirigeants, aidés par ces grands patrons d'industrie, doivent se tourner vers d'autres sources de financement pour financer nos États aux finances déficitaires. Alors, vous avez remarqué aussi qu'à l'aube des années 2020, 2018, 2019, nos sociétés européennes ont été soumises et en proie à de forts mouvements de contestation, dont nos gilets jaunes pour la France. Donc, et puis aussi, il y a l'urgence climatique. Hein. L'urgence climatique, c'est-à-dire qu'à la force de déforester, à la force de ravager les sols et l'atmosphère de notre planète, ça devient de plus en plus invivable. Et on est de plus en plus nombreux sur Terre, et évidemment, telles des sauterelles vertes,
l'être humain a tendance à tout ravager. Donc il faut penser à des nouveaux modes d'organisation. Alors, nécessité impérieuse pour les États, guidés par les capitalistes, d'imposer un nouvel ordre mondial, c'est-à-dire en jugulant les déplacements de population et en contrôlant massivement les interactions humaines. Et voilà que notre crise Covid arrive à point nommé. Et oui, la crise Covid. Hein. Alors, c'est sûr que la crise Covid, elle arrive au bon moment parce que ça permet à nos dirigeants de basculer les aires d'interaction vers des aires virtuelles, où les gens vont se déplacer de moins en moins, par le biais des confinements à répétition, par le biais, on va dire, de restrictions dans tous les sens, si bien que les jeunes générations, de plus en plus amollies, disons-le, se tournent de plus en plus vers le virtuel et restent chez eux. Et évidemment, pour se financer, ça a déjà été mis en place par la financiarisation de l'économie, hein, sous Thatcher ou sous Reagan, les États sont obligés d'emprunter sur les marchés. Et qui est-ce qui tient les marchés? Eh bien, c'est les géants de l'Internet, c'est Microsoft, c'est Amazon, les nouvelles sociétés du numérique, et c'est aussi les labos pharmaceutiques avec Big Pharma, qui, en imposant la vaccination de masse, hein, en voulant sous des pseudo-démocraties, en voulant l'imposer, en fin de compte, font acheter leurs produits par les États. Et en fin de compte, ça c'est de l'argent qui recircule, ça crée des bulles spéculatives, et les États peuvent à nouveau emprunter sur les profits gigantesques des sociétés. Bon, je crois que avec ce qui est en train d'arriver, nous sommes de moins en moins dupes par rapport à cette manipulation. Voilà. Alors la contrepartie, évidemment, c'est que ces États soi-disant démocratiques, qui sont en fin de compte des dictatures 2.0 déguisées, je l'ai déjà exposé dans mes précédentes vidéos, eh bien, ces États doivent de toute manière user de stratagèmes et aussi contraindre les populations. Parce que pour avoir l'aval des populations, il faut donner des subventions, mais c'est la contrepartie, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on va imposer des restrictions, on va bloquer les gens, mais en fin de compte, on va leur donner des subsides, hein, peut-être le revenu universel, tout ça, ce qui permet quelque part de contraindre les gens, mais sans qu'ils en aient vraiment l'impression. Alors évidemment, ça peut durer assez longtemps, ça peut même durer très longtemps, et on peut glisser vers des sociétés, d'ailleurs on est en train de le faire, type, comme décrite dans des films de fiction comme Brasil ou Soleil Vert, hein, où l'individu est contrôlé en permanence, fiché, tracé, numérisé, bref, et on peut même se livrer à des expériences diaboliques dans leur corps, de manière à ce qu'ils soient contrôlables en tout instant. Il peut aussi y avoir un réveil des populations, un réveil des peuples qui vont s'insurger contre ça, qui vont refuser ça, qui vont quelque part se révolter pour la sauvegarde de leur liberté. Ça ne sera pas non plus sans contrepartie. C'est-à-dire que, étant donné que l'Occident n'est plus dominateur du monde, à juste titre, hein, comme je disais, l'histoire est régie par des cycles. Il y a eu les Égyptiens, il y a eu les Mayas, il y a eu les Incas, il y a eu les Grecs, il y a eu les Romains, dont je parlais tout à l'heure. Il y a les Occidentaux, France, Allemagne, Angleterre, Italie, Espagne, États-Unis, Australie. Et puis, évidemment, on est en train de perdre de notre superbe, si bien qu'on peut glisser vers un repli, vers une forme d'autarcie, vers un nouveau type de féodalisme, où, évidemment, il n'y aura pas les moyens, on pourra pas, ça ne sera plus les 30 glorieuses, hein, les gens nous n'aurons pas les mêmes moyens que l'on avait avant, évidemment, parce qu'on ne peut plus piller la planète, mais en même temps, on ne va pas se soumettre à cette société totalitaire qui fait, en fin de compte, qui donne un espèce de confort par procuration aux gens. Il peut y avoir des sacrés soubresauts, des mouvements révolutionnaires, notamment en Europe. On voit ce qui est en train de se passer en Autriche. On ne sait pas. Hein. Moi, je ne suis pas devin, comme je dis toujours, mais peut-être qu'il va se passer des choses. Et dans ce cas-là, on va rebasculer vers une forme de féodalisme, une forme autarcique, comme je viens de le dire, où les populations vont davantage se prendre en main, mais le prix à payer, ça va être quand même un appauvrissement généralisé. Ça, faut aussi le savoir. Et on va donc
revivre des formes que nos grands-parents avaient peut-être vécues. Voilà, ça, je ne peux pas le prédire. Quoi qu'il en soit, on n'a rien sans rien, et de toute façon, plus rien ne sera jamais comme avant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Passez de bonnes fêtes fin 2021, début 2022, et on se retrouve à la rentrée. Salute!